l'Ukraine. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation ce midi. L'Ukraine donc a subi hier une attaque extrêmement violente, l'une des plus intenses sur la capitale Kiev depuis le début de la guerre, avec l'utilisation d'un missile qu'on avait rarement vu depuis 2 ans, un missile à capacité nucléaire. Saada Souban. Un missile s'abat au cœur de la capitale ukrainienne. Kiev est pilonné. Depuis son appartement, un homme filme. Il échappe de peu à une frappe. Les habitants se réfugient dans les sous-sols, parking, métro. Mais même ici, la sécurité n'est pas garantie. Les personnes dans le métro ont commencé à courir plus loin à l'intérieur, plus en profondeur, en essayant de se cacher. On ne savait pas si le feu allait se propager jusqu'à la station de métro ou si la fumée risquait d'entrer. Donc c'était une nuit vraiment terrifiante. 600 drones et 90 missiles ont bombardé Kiev et sa région, provoquant de nombreux incendies. Moscou affirme avoir visé uniquement des cibles en lien avec l'armée ukrainienne et revendique l'usage d'un Oreshnik, un missile hypersonique. Face à une attaque d'une telle ampleur qui a fait 4 morts et une centaine de blessés, certains habitants décident de fuir. Je suis vraiment désolée de devoir dire adieu à Kiev. Je ne peux plus y rester, c'est impossible. J'ai perdu mon travail, tout est parti en fumée. Les Russes revendiquent ces attaques sur Kiev en riposte à 7 frappes ukrainiennes dans une région occupée par Moscou. Le Kremlin affirme qu'il s'agissait d'un lycée et que 21 civils y seraient morts. L'Ukraine, de son côté, maintient qu'elle visait un commandement de l'armée russe. On accueille également avec nous en visio Olivier Védrine. Bonjour, vous êtes politologue, administrateur de l'association Jean Monnet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc qu'est-ce que c'est que ce missile déjà, le missile Oreshnik? Il est fait pour nous impressionner? Oui, c'est une escalade. C'est pour nous impressionner, certes, mais ça traduit surtout le fait que Poutine s'inscrit maintenant dans une escalade qui est claire et nette. J'étais ce matin encore au téléphone avec des amis ukrainiens, hier aussi. On parle d'un second front. Je pense que, si vous voulez, plus cette guerre est dans une impasse, plus il y aura une escalade du côté russe. Poutine ne peut pas lâcher, Poutine ne peut pas perdre. S'il perd, il perd le pouvoir. Faut dire que maintenant, c'est un homme qui vit dans un bunker, ça c'est clair depuis le mois de mars. Donc, on est devant quelqu'un qui est acculé et l'emploi du missile Oreshnik est révélateur, je dirais, d'un profil psychologique d'une personne qui ne peut pas négocier, qui ne veut pas perdre la face. Donc, nous allons vers une escalade. Pour impressionner, on est donc d'accord, mais pour impressionner qui? On a entendu hier les chancelleries occidentales qui ont vigoureusement réagi. Emmanuel Macron parle d'une fuite en avant. Est-ce que ce missile, c'est aussi un message qui est envoyé à nous, à l'Occident, au-delà de l'Ukraine? Oui, alors bien sûr que c'est envoyé à l'Occident. Je rappelle que Poutine considère qu'il est en guerre contre l'OTAN et contre l'Europe. Donc, tout ce qu'il fait, c'est aussi dans cette perspective de faire, entre guillemets, peur à l'Occident. Donc, derrière cette frappe, qui est aussi une frappe politique, et vous l'avez dit, c'est aussi l'Europe qui est visée et c'est aussi l'OTAN. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe actuellement, notamment, je dirais, la possibilité, et là, j'en ai vraiment parlé, j'aimerais bien le souligner, encore parlé ce matin, de l'ouverture d'un deuxième front. Donc, dans l'est de l'Ukraine, on parle des États baltes, ou notamment des États baltes, surtout de l'Estonie. Voilà. J'aimerais qu'on s'intéresse un instant à ce missile en particulier, parce que le missile Oreshnik, il a une dualité qui est intéressante dans ce cas-là, c'est qu'il peut à la fois transporter des armes conventionnelles, mais aussi il a une capacité nucléaire. Est-ce que Vladimir Poutine et la Russie jouent sur cette ambiguïté avec l'Occident ? Ils jouent certainement, mais enfin, ça fait très longtemps que nous savons que la plupart des missiles russes sont à capacité duale. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a employé
cette expression. Enfin, dans les médias, et nous en sommes les porteurs, c'est toujours plus accrocheur de dire c'est un missile à capacité nucléaire. Bon, alors, OK. Presque tous leurs missiles sont à capacité nucléaire. En Occident, on a plutôt des missiles spécialisés nucléaires, des missiles qui le sont moins. Bon, que se passe-t-il ? À mon avis, il y a un changement dans le mode de guerre qui a été maintenant décidé par la Russie. Voyant qu'il stagne à peu près en ayant pris 19% du territoire ukrainien, on voit qu'il y a une stabilisation du front, voire même quelquefois quelques reculades. La guerre est devenue une guerre de drones, une guerre de missiles que les Ukrainiens commencent à porter à un niveau très important, puisque quand même, tout dernièrement, il y a eu peut-être une dizaine de frappes de drones autour de Moscou. Ce qui montre bien qu'il y a une capacité à influencer la population moscovite en particulier, c'est-à-dire de la nécessité de réfléchir un peu à cette guerre-là. Donc il me semble que la Russie a fait le choix de continuer, mais encore plus qu'avant, de terroriser la population ukrainienne. C'est le signe de quoi ? C'est le signe d'un désespoir C'est-à-dire que, d'une façon, on s'aperçoit qu'au départ, il y a quelques années, il y a 4 ans, quand nous avons commencé à commenter ça, il y avait une très grande dépendance des offensives de la météo. Par rapport à la météo, le gel, le dégel, etc., nous ne parlions que de cela. Maintenant, la météo, dont on parle par ailleurs, n'a presque plus d'influence. Il y a une stabilisation du front. Donc il faut trouver des ruptures. Quelle est la rupture éventuelle ? C'est la puissance, missile, etc. Oreschnik, comme l'a souligné M. Védrine, c'est quand même que le 3e missile qu'on envoie depuis 4-5 ans, puisqu'ils ont eu beaucoup de mal à le mettre au point. Maintenant, d'une certaine façon, et dans la deuxième partie, quand vous disiez que l'Europe pouvait être éventuellement menacée par ce missile, elle l'est par beaucoup d'autres missiles déjà. Donc, vous savez, ça ne fait jamais qu'un missile de plus. Je ne veux pas banaliser, mais enfin, bon... On voit sa portée tout de même, hein. Regardez, jusqu'à 3000 km. Oui, bien sûr, mais enfin, vous avez vu que les accords avec la Biélorussie ont été non seulement reconduits, mais qu'effectivement, la Russie a décidé de déplacer et de positionner des armes nucléaires, donc peut-être des Oreschnik, en Biélorussie. Justement, un mot sur la Biélorussie. Ce qui les rapproche encore. Si vous le permettez, Olivier Védrine, Emmanuel Macron a exhorté la Biélorussie à ne pas se laisser entraîner dans la guerre en Ukraine. Kiev dit craindre justement que la Russie n'utilise la Biélorussie pour lancer une nouvelle offensive à partir du nord. Est-ce que c'est la prochaine étape ? Il y a deux possibilités. Il y a deux possibles prochaines étapes. Effectivement, il y a la Biélorussie, et d'ailleurs, il y a des routes qui sont construites actuellement en Biélorussie en direction de l'Ukraine. Donc, il y a réellement danger. Mais moi, mes amis ukrainiens me disent qu'il ne faut pas diminuer une vigilance par rapport aux États baltes, notamment Narva et l'Estonie. Ce matin, je discutais encore avec des personnes en Ukraine, des gens qui sont bien informés, comme on dit, et ils parlent effectivement d'un scénario à partir de la Biélorussie, mais ils disent n'oubliez pas les États baltes. Eux-mêmes craignent donc vers les États baltes et notamment vers l'Estonie une ouverture d'un second front. En tous les cas, ce qu'on voit là, c'est que effectivement Poutine est dans un impasse, que c'est une escalade, c'est le 3e Oreschnik, mais il faut arrêter de fantasmer derrière l'Oreschnik qui peut être nucléaire, etc. Il y a une escalade qui se fait par les drones, par les missiles. Je vous rappelle que sur le front, 85% des morts sont causés par les drones et l'artillerie et les missiles. Donc, on est dans une guerre maintenant qui a totalement changé par rapport à celle du début. Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Au début, on parlait de chars, on parlait de terrain boueux, de saison. Maintenant, le drone, le missile ou l'artillerie, on n'est plus du tout dans un problème de saison et de météo. Donc là, véritablement, on est, à mon avis, à un clic, on a passé un clic au-dessus dans ce conflit, et je crains effectivement l'ouverture d'un second front. Avec une possibilité en Biélorussie et une possibilité d'un second front en Estonie. J'étais en Estonie l'année dernière, en octobre, où je donnais une conférence au Collège de défense de la Baltique, qui est une institution accréditée OTAN, et ils s'y préparent. Donc, et ils savent qu'ils sont sur la liste. Donc, notamment, j'ai discuté avec la présidente du musée de Narva, qui est simplement, le musée est séparé de la Russie par un fleuve, par 100 mètres. Et là, il m'a été encore dit un risque important d'un second front ici en Estonie.
De toute façon, dans cette escalade, on aura un effet de surprise et je pense que soit la Biélorussie, soit l'Estonie. Merci beaucoup Olivier Védrine d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci beaucoup également à vous, Amiral, d'être intervenu sur France Info.